Bonjour, je suis Dr Julien Trottmann, je suis médecin en service de soins palliatifs à Givors dans le Rhône et je viens ici vous parler du chamanisme et de l'aide que cette méthode peut apporter aux patients et à leur entourage au moment de la fin de la vie. Et j'y ai été initié par Jean-Paul. Je suis Jean-Paul, je suis psychopraticien depuis 25 ans et depuis 15 ans, j'ai fait des voyages vers les peuples primordiaux pour m'initier aux médecines primordiales et le chamanisme m'a beaucoup intéressé. Et un jour, je suis allé en Mongolie et lors de la première cérémonie, j'étais en transe et le chaman m'a dit ben voilà, tu es chaman, il faut qu'on t'initie. Et ça fait maintenant 7 ans que je retourne en Mongolie pour parfaire ma formation. Ma rencontre avec le chamanisme a eu lieu en Mongolie en 2017, voyage qui avait pour but de partager du temps de vie nomade avec les chamans. Au départ, j'étais là-bas pour accompagner simplement mon épouse et n'y étais absolument pas initié. Bien évidemment, les premières séances et les premiers temps de guérison ont été assez difficiles pour moi, notamment parce que je ne m'imaginais pas rencontrer une telle puissance lors des soins pratiqués avec le tambour. Ma première réaction était plutôt une réaction de peur. Mais au final, à la fin de ce voyage, je me suis retrouvé à me rendre compte que j'avais fait un voyage initiatique qui m'a apporté énormément d'éléments, énormément de pistes de réflexion et de pensées nouvelles sur des situations extrêmement problématiques et enquistées dans des problèmes insolubles dans ma vie. Et notamment dans les différents voyages que nous avons pu faire en Mongolie, j'ai pu rencontrer le monde de la mort et il m'a semblé évident à ce moment-là que ce monde de la mort était intéressant à explorer en soins palliatifs dans notre monde occidental qui souffre tellement, que ce soit le patient ou l'entourage, autour de cette fin de vie. Malgré la difficulté que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai initié des séances de chamanisme avec le tambour pour les patients en soins palliatifs dans mon hôpital, j'ai quand même essayé d'apporter ces pratiques dans mon service. Je me suis confronté vraiment au tabou de la situation et à la grande difficulté qu'avait le monde occidental à se confronter à telles pratiques avec de grandes peurs, à la fois chez l'entourage du patient et aussi chez mes soignants très clairement. Mais d'une manière générale, tous les patients et quelques patients avec qui j'ai pu exercer des séances chamaniques ont tous été reconnaissants du travail fourni. Mais alors Jean-Paul, qu'est-ce que c'est que le chamanisme ? Donc, le chamanisme, c'est toute une quantité de pratiques que les peuples primordiaux utilisent depuis très 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 longtemps, depuis l'ordre des temps. Et le principe est qu'il existe plusieurs mondes. Un monde visible qui est le nôtre, dans lequel nous sommes, et puis plusieurs mondes non visibles, dont le monde de la mort. Et le principe, c'est que ces mondes visibles et non visibles sont interpénétrants, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'un interfère sur ce qui se passe dans l'autre. Donc ce qui se passe dans le monde de la mort interfère sur ce qui se passe dans notre monde visible. Donc c'est dans ce sens-là que aller chercher le monde de la mort peut être intéressant dans le cas de soins palliatifs. Et puis le chaman, lui, c'est le spécialiste de la visite de ces mondes non visibles. Et dans ces mondes non visibles, pourquoi il va les visiter ? Justement pour avoir des informations pour ses clients, pour visiter des ancêtres, par exemple, dans le monde de la mort, et puis pour avoir toute question peut avoir une réponse dans le monde non visible, parce que dans ces mondes non visibles, il y a aussi des esprits, et donc ce chaman a une relation particulière avec les esprits qui vont lui donner une certaine force, une certaine puissance. Et cette puissance, il va l'utiliser dans les soins qu'il va prodiguer avec ses clients. Pour faire ces voyages chamaniques, le chaman utilise le tambour. Et le tambour utilisé très rythmiquement, qui permet un son monocorde qui équilibre cerveau gauche, cerveau droit. Et ça permet d'entrer en conscience modifiée et ça permet de faire voyager son âme à travers les différents mondes non visibles.
Donc Marie-Laure, dans son discours, elle nous dit qu'elle est sortie hors de son corps, qu'elle a vécu une fissure. Ce sont des mots forts hein, qui indiquent pour un psychologue qu'il y a eu une dissociation à un moment donné. Je crois qu'elle a vécu deux événements importants, la mort de sa grand-mère plus la mort de sa sœur. Et à un moment donné, ce temps de dissociation, comme si une partie de la conscience n'assistait plus à la scène, permet à Marie-Laure de se protéger, puisque si toute la conscience avait été là en vivant ce traumatisme, peut-être que psychiquement elle n'aurait pas survécu, c'est peut-être un grand mot, mais aurait eu des difficultés au niveau du psychisme. Donc cette dissociation est un moyen de protection pour Marie-Laure pour continuer à vivre après ce traumatisme. Voilà, donc ça c'est ce que disent les psychologues et c'est ce que tout le monde remarque. Après, les chamans vont interpréter ça autrement. Donc pour le chaman, la dissociation, c'est qu'il y a une partie de Marie-Laure qui s'en va. Et cette partie, le chaman appelle ça une partie d'âme. C'est peut-être un mot un peu particulier. Mais il y a quelque chose qui n'est plus accessible à Marie-Laure. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que comment interprète le chaman dans cette narcolepsie, c'est que Marie-Laure va faire des voyages dans le monde de la mort pour retrouver son être entier. Hein. Cette partie qui est partie dans le monde des morts, elle va essayer de la rechercher. Et du coup, pendant ce moment où elle est en complète narcolepsie, elle n'est plus tout à fait consciente, elle est repartie dans le monde de la mort avec sa partie d'âme. Et c'est l'objectif pour le chaman, ça va être de prendre son tambour, d'ouvrir un espace sacré, de voyager dans le monde de la mort et d'aller récupérer cette partie d'âme de Marie-Laure pour lui redonner pour qu'elle soit enfin entière et pleinement vivante ici et maintenant. Donc dans le cas spécifique de Marie-Laure, qui a fait tout un travail chamanique, qui a fait une formation chamanique, on s'aperçoit que c'est elle-même qui est allée chercher ce bout d'âme et qui l'a récupéré et qui l'a ramené ici. Et finalement, Marie-Laure s'est guérie toute seule et est complètement redevenue entièrement elle-même et n'a plus eu besoin de cette narcolepsie pour aller retrouver sa partie d'âme dans le monde de la mort. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de développer ici une deuxième vignette clinique que nous n'aurions pas le temps de vous développer correctement, nous avons préféré vous apporter deux idées autour de cette vision de la mort et des visions différentes du monde occidental que peuvent nous apporter les pratiques chamaniques. La première sera expliquée par Jean-Paul, c'est qu'à la différence du monde occidental qui a une relation complètement linéaire au temps, dans les peuples primordiaux et dans les pensées asiatiques, beaucoup, on a une relation cyclique au temps qui peut changer complètement notre relation à la vie et aussi à la mort. Le deuxième point est une question qui vient de ce qu'on apprend dans les livres de soins palliatifs. Les gens meurent toujours tels qu'ils ont vécu. Nous, on nous apprend ça dans nos livres, mais est-ce toujours le cas ? J'ai appris notamment grâce à Jean-Paul que nous pouvions aussi au moment de la mort réaliser un rite de passage et un saut quantique et profiter de ce moment de la mort comme une ultime guérison, une ultime expérience de vie qui va d'ailleurs totalement à l'opposé, si on peut ouvrir un peu le débat, d'une pertinence de l'euthanasie. La mort peut être une grande révélatrice, une grande guérisseuse. Et je trouve qu'il est dommage d'en priver nos patients et d'en priver leur entourage. Donc, comme le disait Julien, effectivement, il y a une grande différence dans la manière de voir le monde à la manière occidentale ou à la manière des peuples primordiaux. En Occident, on voit la naissance et la mort, donc une vie bien, comment on va dire, linéaire. Il y a un début, il y a une fin.
Et puis après la fin, on ne sait pas trop ce qu'il y a, et avant le début, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est exactement l'inverse chez les peuples primordiaux où le temps est cyclique. Et bon, il se passe quelque chose après la mort et il se passe quelque chose avant la mort. Et que cette vie cyclique existe bien avant notre naissance, existera aussi après notre mort. Donc ça ne donne pas le même rapport au temps. Hein, autant l'occidental est stressé par ce début et cette fin, et parfois tellement stressé qu'il est même dans le déni de la mort, comme ça c'est beaucoup plus simple. Mais en étant dans le déni de la mort, ben, comme le disait Julien, il s'empêche d'avoir cette guérison du rite de passage pour passer d'un cycle à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant chez les peuples primordiaux, c'est que ces cycles permettent des changements chaque fois qu'on passe d'un cycle à l'autre. Et autre chose de différent, c'est que l'humain, chez les peuples primordiaux, vit dans le même système que tous les êtres vivants, que ce soit un arbre, que ce soit une montagne, que ce soit pas au même temps, mais tout le monde vit ce même cycle, c'est-à-dire la naissance, c'est-à-dire une apogée, après une décadence, et après une mort, et après un bilan sur ce qui s'est passé dans ce premier cycle, et une transformation pour aller recommencer un autre cycle après celui-ci. Donc on voit qu'il y a une continuité entre tous les cycles et que finalement cette mort que nous voyons comme une fin n'en est pas une. Et que dans cette mort et dans ce que disait Julien, ce rite de passage et cet enseignement et cette guérison qu'il peut y avoir, eh bien c'est ce moment où nous allons réfléchir sur nous-mêmes, voir ce que nous avons vécu dans ce cycle, transformer ce qu'on a besoin de transformer et à partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a transformé, voir quel cycle on va pouvoir mettre en place dans la prochaine vie, puisqu'il s'agit de ça. Et ce système, chez les chamans et chez les peuples primordiaux, se fait d'une façon fractale. C'est-à-dire que bon, c'est valable pour une vie, c'est valable pour une vie de montagne, mais ce n'est pas le même temps qu'une vie humaine. Mais même chez l'humain, c'est valable pour chaque instant de sa vie. Donc c'est-à-dire qu'à chaque instant, nous pouvons vivre des cycles. Et si on va pas jusqu'au bout de ces cycles, ben on ne se transforme pas, tout simplement. Donc ce cycle, hein, les chamans, surtout les chamans amérindiens, l'ont théorisé dans une espèce de carte sur laquelle on peut savoir où on est. Hein, et cette carte s'appelle la roue de médecine. Pour eux, rien n'existe en dehors de cette roue. Hein, tout est écrit dedans. Et donc cette roue, elle commence à l'est, à l'endroit où le soleil se lève, et, et le soleil se couche à l'ouest. Et cette roue de médecine suit ces points cardinaux, donc l'est, le sud, l'ouest, le nord et l'est, à nouveau. Cette roue de médecine, c'est aussi, quand on parle des 4 points cardinaux, puis du ciel et de la terre, sont autant de forces de l'univers, d'esprits avec lesquels le chaman va travailler. Donc quand je parle de l'esprit de l'Est, qui est l'esprit de tous les commencements, l'esprit de la naissance, l'esprit du feu qui va mettre en œuvre les choses, cet esprit-là, le chaman peut travailler avec et ça va l'aider dans ce qu'il a à faire dans son travail chamanique. Ensuite, la roue tourne au sud, et là, au sud, le soleil est à son apogée, et nous-mêmes, humains, nous sommes à notre apogée. C'est là que nous avons toute notre force et toute la force de l'enfance. Et cette force, c'est là que, quand on est enfant, on croit en tout, on y va, on ne se pose plus de questions. Donc c'est cette notion de confiance qui vient transcender la peur, qui est intéressante dans ce sud de la roue de médecine. Ensuite, on passe à l'ouest,
Et à l'ouest, c'est le début du déclin, là où on a moins de force, mais là où on a le plus d'expérience. Et du coup, on peut aller un peu plus dans son introspection dans l'Ouest et aller chercher ce qui fait notre unicité, hein, en tant qu'être humain. Et cette unicité, en faire quelque chose que nous allons pouvoir enseigner. C'est pas qu'on se met plus haut que les autres, mais comme chacun a une unicité, chacun peut enseigner quelque chose, mais il n'y a pas de comparaison possible, il y a juste des choses différentes que l'on sait par notre expérience. Et ça, dans l'Ouest, il est important de mettre ça en place plutôt que d'aller encore acheter des biens matériels, des choses ça, parce que c'est vrai, quand on est à l'Ouest, on a un peu plus d'argent qu'au début, mais c'est pas là qu'il faut aller, c'est vraiment aller dans la sagesse. Et voilà, c'est ce que nous demande la route de médecine. Et finalement, quand on va au nord, on va quelque part se préparer, et c'est aussi l'esprit du vent, hein, donc au nord. L'esprit du vent va nous aider à balayer tout ce qu'on avait, tout ce qui nous est complètement inutile, hein, pour le voyage de l'au-delà. Hein. Dans notre cercueil, on ne va pas emporter grand-chose. Par contre, on va emporter toutes nos expériences. Et c'est ça qu'on va faire dans ce bilan de fin de vie, voir quelles ont été les expériences qui nous ont servi, celles qui ne nous ont pas servi, et en faire quelque chose qui est en lien avec la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas un savoir intellectuel, mais c'est un savoir d'expérience. Et du coup, ça va nous emmener d'une manière, Julien, tu parlais du rite de passage, et bien effectivement, quand on prend conscience de tout ça, et bien finalement, ce lâcher prise est complètement facile, puisque on sait exactement où on était, où on va, et ce qui est important pour nous. Et du coup, on repart à l'Est, et à l'Est, c'est le moment où on sort de la route de médecine pour en emprunter une autre à un autre moment. Mais voilà, lorsqu'on utilise un homme plein de sagesse, a vécu toutes les forces de la route de médecine, et lorsqu'il quitte ce monde visible, il est, on va dire, serein. Normalement, la mort devrait être sereine. Schéma que Jean-Paul nous avait présenté lui-même en formation et qui personnellement m'a apporté certaines compréhensions de ce qui pouvait se passer autour de la fin de vie d'un patient et aussi peut-être chez son entourage. Lors d'une situation de tension psychique intense, notre pensée, notre mental, notre ego apportent à notre cerveau tout un tas d'informations très contradictoires, très intenses aussi à vivre au niveau psychique. Et elles sont en général très désagréables à vivre. Les chamans considèrent que la vie nous pousse à vivre ces situations pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, pour essayer de passer justement par le nord de cette roue de médecine et d'intégrer des notions nouvelles. Souvent, l'homme répond à ces situations de confusion par une expression qu'il croit être lui-même. J'exerce ma colère qui ravage tout, je prends la peur et je fuis et je me carapate. J'affronte jamais forcément directement cette expérience qui est trop difficile pour moi. On a tous certainement eu l'impression d'être Bill Murray dans Un jour sans fin et de revivre toujours la même expérience, toujours la même situation désagréable, toujours le même réveil et toujours les mêmes situations qui à la fin nous prennent complètement la tête. Comme je vous disais, la vie nous force à vivre ces situations-là. Les chamans nous disent que ça nous permet de guérir les blessures profondes de notre âme que nous sommes venus guérir ici, simplement. C'est comme ça qu'ils nous l'expliquent. Alors si on se projette dans une situation de lutte psychique intense, et convenons quand même que le fait de savoir qu'on va mourir dans pas longtemps crée ces situations-là, que le fait de savoir que notre père, notre conjoint va mourir dans pas longtemps, ça peut aussi évidemment les créer, et bien à ce moment-là, nos pensées, notre mental ont une lutte entre eux complètement acharnée qui est excessivement désagréable à vivre pour la personne.
La personne ne sait plus où elle est, se retrouve dans une situation de confusion qui ne cesse d'être alimentée et qui ne cesse de grandir. Cette confusion, il faut en sortir. Soit on exprime ce qu'on croit être pour se débarrasser de la situation, soit on essaye de profiter de la situation quand on en a vraiment marre de toujours donner des réponses qui manifestement ne sont pas satisfaisantes pour traverser un rite de passage. Et en fait, ce rite de passage, c'est une autre façon d'être nous-mêmes dans une situation de conflit. Ça va nous ouvrir, après une intégration par le nord de la rue de médecine, à une renaissance à l'est et à une nouvelle relation de nous-mêmes au monde qui est extrêmement insécurisante parce que par définition on ne l'a jamais connue, mais qui en général va nous permettre de guérir des blessures profondes que nous étions venus guérir. Bon, en situation de soins palliatifs, la certitude qu'il va avoir la personne de mourir proche, la mort de moi, comme pour l'accompagnant de savoir que l'autre va partir, la mort de l'autre, avec chez l'accompagnant cette difficulté qu'il peut des fois projeter un désir de mort sur la personne. Tout en gardant l'amour pour la personne, il ne peut plus supporter la vulnérabilité dans laquelle il est. Reconnaissons que pour l'un, le patient, comme pour l'autre, le proche, la situation est quand même extrêmement délicate et conflictuelle au niveau psychique à vivre. Bien évidemment, nous sommes à ce moment-là dans des pensées et des notions complètement opposées et extrêmement intenses au niveau psychique qui créent une confusion intense. Dans cette confusion, nous avons deux solutions. Soit nous prenons par le chemin du bas, notre autoroute, le chemin que nous connaissons, l'expérience que nous avons toujours réalisée, nous utilisons le stratagème que l'on connaît et qui nous sécurise, et qui nous permet de nous sortir de cette situation et de revenir à un endroit où on a à peu près l'habitude d'être. Et à ce moment-là, les livres ont raison, on meurt comme on a vécu et les livres de soins palliatifs ne nous disent pas de mensonges. Mais il arrive parfois que l'on puisse prendre le chemin du haut, le petit chemin de montagne escarpée, et essayer dans cette expérience ultime de se dire « et si j'essayais autrement ?» Et si j'essayais une nouvelle expérience, passer à ce moment-là par le nord et revenir à l'est avec quelque chose de nouveau. Et bien la mort peut nous permettre ce rite de passage et cette nouvelle, cette ultime expérience en fait et cette ultime guérison. Lors d'un accompagnement palliatif dans le service, j'ai pu rencontrer ça avec une patiente extrêmement fragile, extrêmement vulnérable et craintive absolument de tout dans la vie et qui est décédée avec ces phrases magnifiques. Elle m'a dit « mais docteur, je suis enfin fière de moi », elle m'a dit ça le jour de sa mort. En pratique, quelques jours auparavant, nous avions réalisé une séance de chamanisme dans le service. Et le travail qui lui avait été demandé était d'enfin oser prendre sa place dans le monde, elle qui n'avait jamais réussi à la prendre. Cette patiente me l'a dit quelques heures avant de mourir. Pour la première fois de ma vie, je suis forte et je vais pouvoir mourir forte et je suis heureuse de ça. Elle m'a même dit, je vais mourir entière et je suis heureuse, docteur. Bien évidemment, cette diapositive et cette pensée lui est dédiée. Pour conclure cette présentation, nous vous proposons simplement 2 citations qui viennent éclairer et peut-être enrichir certains des éléments que nous vous avons apportés. Merci à tous.